Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Ouverture ce mercredi à Conakry d'un atelier d'imprégnation et de croisement d'expériences sur la gestion des élections pendant 3 jours. Plusieurs acteurs échangeront afin d'aboutir à une possible mise en place d'une nouvelle CENI. Le ministère des Travaux publics poursuit son programme d'appui aux acteurs des transports. Le personnel du dit département et l'ensemble des représentants des syndicats du transport ont adopté un document stratégique permettant le développement et la gestion du secteur routier en Guinée. Donald Trump soutient la décision de l'Arabie Saoudite et de ses alliés de couper les liens avec Doha. Il demande au Qatar de continuer à travailler sur l'arrêt du soutien à l'extrémisme. Il l'a fait savoir lors d'une conférence de presse au département d'État américain. Tendons-nous vers la mise en place d'une nouvelle commission électorale nationale indépendante. La question a tout son sens avec l'entame ce mercredi d'un atelier d'imprégnation et de croisement d'expériences en matière de gestion des élections. Cet atelier va regrouper durant 3 jours le gouvernement, les acteurs politiques, la CENI, la société civile, les institutions internationales, le tout sous la supervision de l'Organisation internationale de la francophonie à travers ses experts. Antoine Kourouma, Yacouba Traoré ont assisté au lancement officiel des travaux. Suivez. Des experts électoraux venus du Burkina Faso, du Ghana, du Sénégal ainsi que du Cameroun vont échanger avec les acteurs impliqués dans le processus électoral guinéen pour partager leurs expériences. Dans son discours, le représentant de la secrétaire générale de l'OIF a rappelé la nécessité de mettre en place des organes électoraux moins coûteux et moins contestables pour la réussite des élections en Afrique. Force est de reconnaître, après 25 ans de pratiques d'élections pluralistes, ces organes de gestion des élections n'ont-ils pas montré leurs limites? C'est pourquoi la nécessité de mettre en place des structures plus professionnelles, moins coûteuses et assez souples se pose aujourd'hui avec acuité. Son message a été suivi de ceux du porte-parole de l'opposition et de la mouvance présidentielle qui tous deux ont donné leur position sur le présent atelier. La Commission électorale nationale indépendante de notre pays présente beaucoup de lacunes. Je crois que ces lacunes sont à la base de l'intérêt particulier que l'OIF et d'autres membres de la communauté internationale accordent à cette institution. Nous espérons aussi que cette fois-ci, pour les échéances à venir, que la communauté internationale, l'OIF en premier, mais aussi les autres institutions, vont s'approcher de la CENI, lui apporter le concours nécessaire pour que nous puissions avoir des élections encore apaisées dans notre pays. Nous sommes encore à l'orée de faire une nouvelle loi sur la CENI. Celle qui existe a des insuffisances parce qu'elle a été adoptée dans l'émotion, dans la pression politique. C'est ça aussi en Guinée. On a toujours fait des lois pour les élections futures, pas pour les générations futures. Prenant la parole, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est revenu sur l'importance de ces échanges entre les experts étrangers et les acteurs politiques guinéens, ainsi que de la société civile. Général Bourema Condé pense qu'il faut améliorer notre système électoral. La Guinée, à l'instar de certains pays, n'a pas été à l'abri des différentes remarques liées à des imperfections qui ont marqué leurs processus électoraux. Les origines de ces anomalies préjudicielles doivent être recherchées dans la fiabilité de nos systèmes électoraux. Pour cette première journée, les travaux porteront sur les organes de gestion des élections en Afrique de l'Ouest, la problématique et l'état des lieux, le système mixte et le rôle du ministère de l'Intérieur dans la gestion des élections au Sénégal sera au menu, ainsi que la CENI guinéenne qui fera également un bref aperçu sur son historique, ses compétences, ses forces et ses faiblesses.
L'ouverture de cet atelier a connu des perturbations à cause d'une incompréhension entre acteurs autour de l'un des pans du programme de l'atelier. Durant 1h30, mouvance et opposition se sont tiraillés avant de trouver un accord. Retour sur cet incident dans ce reportage de Antoine Kourouma. Quand on est invité à un atelier, c'est comme ça. Tu discutes des horaires. Tout le monde c'est comme ça. Ces discussions qui ont retardé le lancement des travaux portaient sur le panel 3 du programme de l'atelier. Dans ce dernier panel, un point divise les différents camps. Il s'agit de l'adaptabilité du modèle mixte en Guinée, c'est-à-dire d'une cogestion des élections par la CENI et par le ministère de la décentralisation, la faisabilité, les limites et les risques. L'opposition s'y oppose et demande son retrait. Nous nous rendons compte à travers ce programme que cet atelier dépasse, de notre point de vue, cet objectif qui était visé, à savoir échanger pour pouvoir donner aux uns et aux autres les éléments d'appréciation nécessaires pour concevoir une structure, un organe efficace de gestion des élections. Les membres du présidium tentent de convaincre les opposants sans y parvenir réellement. Il ne s'agit pas d'imposer quelque chose. Et à ce propos, j'ai rapidement consulté l'OIF. Le panel 3 qui parle d'adaptabilité du système mixte et qui fait couler trop d'encre, nous allons l'enlever dans l'agenda, mais il reviendra forcément dans les débats. Parce que c'est très démocratique de soumettre un programme à l'ensemble des participants, mais c'est parfois aussi difficile puisqu'il n'y aura jamais d'unanimité sur un programme. Il y a des personnalités qui ont été invitées par courtoisie vis-à-vis d'elles. On ne peut pas supprimer un point sur lequel elles doivent intervenir. Les opposants décident de se concerter pour quelques minutes afin de s'accorder sur une position avant de prendre part à cet atelier. À leur retour, Abakar Silla annonce ce qui suit. Nous avons demandé à ce que ces partis-là soient éliminés et qu'on se limite donc vraiment à l'échange d'idées, à, comme on a dit, au croisement d'expériences en matière d'organes de gestion des élections. Mais étant donné qu'apparemment notre souhait ne semble pas pouvoir être pris en compte, donc nous présentons toutes nos excuses et au Présidium et à la communauté internationale et à l'OIF. Nous sommes obligés donc de nous retirer et nous vous remercions. Ils sont stoppés net dans leur élan. Des négociations vont alors s'engager entre les différentes parties pour trouver le juste milieu. Les opposants décident de rester et c'est le ministre d'État, conseiller spécial du chef de l'État, qui annonce la bonne nouvelle. Le panel, s'il devait avoir lieu, serait un échange d'expériences supplémentaires et des contributions au débat pour enrichir notre réflexion. Donc, si tout le monde est d'accord avec cette reformulation, on pourrait entrer dans le protocole et le cérémonial d'ouverture de l'atelier. Après cet incident d'environ 1h30, Amadou Damarou Camara n'est pas content et le fait savoir. Donc, il faut que l'on sache et que l'on accepte que la Guinée a une phase de construction et de la démocratie et surtout de l'État. Et il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas un État. Les choses désormais entrées en ordre. Le général Brima Condé fait son appréciation de la situation. Certains se sont peut-être déjà dit, mais pourquoi tel chapitre figure? Est-ce que les organisateurs de l'atelier que vous êtes, vous du gouvernement, ou les appuis que nous recevons, n'avez-vous pas d'idée derrière la tête? Mais nous avons répondu, il s'agit d'un atelier d'échange. Et puisque autour de cette table, il n'y a que des hommes mûrs et des femmes mûres, on échange. La société civile ne veut pas rester muette sur ces incompréhensions. Elle interpelle alors la classe politique. Bref, c'est un atelier de haut niveau où on doit expliquer un certain nombre de choses pour aider les acteurs de la vie politique guinéenne de comprendre, n'est-ce pas, les avantages et les inconvénients des différents modèles de CENI qui existent dans la sous-région. Si les acteurs politiques qui sont autour de la table connaissent ces modèles, mais la population guinéenne ne connaît pas. Donc c'est une opportunité d'expliquer quels sont les tenants et les aboutissants de telle ou de telle approche, de tel ou de tel choix stratégique.
Je vous le disais également en titre, le ministère des Travaux publics poursuit son programme d'appui au secteur des transports. Le personnel du département, des représentants des syndicats, des transporteurs et des acteurs évoluant dans le secteur routier ont ensemble adopté un document stratégique pour le développement et la gestion du secteur routier en Guinée. Reportage d'Ibril Ba et Aliouba. La présente rencontre consiste à valider le document de stratégie pour le développement et la gestion du secteur routier en Guinée. Un support qui pourrait conforter la politique de développement du secteur, surtout quand on sait que le trafic routier guinéen est dans un mauvais état. Ce document que nous présentons aujourd'hui définit toutes les priorités que nous avons et aussi ceux qui sont en cours, ceux qui doivent être entamés. Tout est défini dans ce document, y compris les travaux d'urgence qui sont en cours. Les partenaires techniques et financiers s'engagent à appuyer l'élan des responsables du département en charge des travaux publics, ensuite former les entrepreneurs et doter le dit ministère des moyens lui permettant d'inspecter les travaux en cours d'exécution. Justement, toutes ces routes, il faut les classer, il faut voir l'état des routes actuelles, il faut voir dans quel état ils sont aujourd'hui et après il faut faire un suivi rapproché de tout type d'entretien, donc l'entretien courant, l'entretien périodique et donc on travaille avec le ministère justement pour leur donner les outils. Au terme des travaux, le document a été adopté par l'ensemble des parties prenantes. Il reste tout de même à comprendre si son contenu répondrait aux attentes des populations. Autre chose dans cette édition, l'affaire Martine Condé et Joachim Baba Milimono est toujours devant le tribunal de première instance de Kaloum. Ce mercredi, les deux membres de la haute autorité de communication ont comparu pour une seconde audience. Commissaire à la HAC, Joachim Baba Milimono, partie civile à ce procès accuse la présidente de l'instance de l'avoir menacée et violentée. Abdourahmane Ba, Ibrahima Souma pour le reportage. Accusé de menaces et violences à l'endroit de Joachim Baba Milimono, Martine Condé, présidente de la HAC, a comparu ce mercredi au tribunal de première instance de Kaloum pour répondre à ces accusations. On me reproche d'avoir interdit l'accès de la HAC à l'ex-commissaire Joachim Baba Milimono. Et on dit que je lui ai interdit, je lui ai fait violence et tout ça, pour ne pas qu'il rentre à la HAC. L'avocat du plaignant pour un procès équitable sollicite un avocat aux côtés de la prévenue, une proposition approuvée par la présidente de la HAC. Maintenant, je vais prendre un avocat, puisque c'est reporté à la semaine prochaine. Je prendrai un avocat qui pourra répondre d'une manière plus professionnelle aux avocats ou aux professionnels de la justice. L'audience est renvoyée au mercredi prochain. En attendant qu'un avocat soit à la disposition de Martine Condé, des dossiers accablants concernant cette affaire sont déjà devant le tribunal. Une nouvelle Progui a été rétablie dans ses droits ce mardi à l'issue du procès qui l'oppose à la société Dioliba Pêche. Il s'agit d'un chantier naval que la société Dioliba avait récupéré pour faire une usine de glace et des boutiques de vente. Le chantier naval devrait désormais servir à la fabrication et la réparation des bateaux sécurisés pour une pêche de qualité et de quantité. Les détails de cette affaire avec Alcéni Bari et Djibril Kabak Kamra. L'affaire remonte au 14 mai 2016, lorsque les agents de la police débarquent pour déguerpir la société Nouvelle Progui, sur ordre de l'actuel ministre de la Pêche et de la société Dioliba Pêche. L'affaire fera grand bruit et sera transportée au tribunal. La procédure a duré 1 an. C'est hier le 6 juin, suite à un arrêt de la Cour d'appel et une réquisition du procureur général, du siège de justice a requis la force publique pour expulser Dioliba Pêche du chantier naval et rétablir la Nouvelle Progui dans ses droits. Nouvelle Progui rassure que c'est sous financement de la Banque africaine de développement qu'elle a pu signer un contrat de 20 ans. Toujours selon l'entreprise, la société Dioliba Pêche a causé d'énormes dégâts. Destruction d'outils de production, d'équipements de bureaux, estimés à près de 17 milliards de francs guinéens. Dioliba Pêche a
transporter les bateaux de nos clients, nos moules de construction de bateaux, en dehors de la ville de Conakry vers une destination inconnue. Certaines moules ont été détruites, incinérées à l'intérieur ici, sur ordre de son PDG. Nous avons saisi la justice pour la réparation de ces préjudices. La relance de la société navale va donc relever d'un parcours de combattants. Outre l'achat des outils de production, ce bâtiment devrait être démoli pour faciliter l'accostage des bateaux. On ne peut pas parler de chantier naval tant que ce bâtiment-là n'est pas détruit et la construction d'un nouveau pont qui va permettre aux embarcations réalisées de rejoindre l'eau et les embarcations qui sont à réparer de venir dans l'atelier. C'est l'essence même du chantier naval qu'ils ont détruit. Le chantier naval devra donc servir à la production des barques, l'amélioration de la production en poissons, la préservation de la vie des pêcheurs. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a effectué une visite de terrain ce mercredi au centre thermique de Kaloum. Cheikh Talibi Silla est venu s'enquérir des causes du délestage constaté ces derniers jours auprès de l'administration de EDG. Plusieurs problèmes ont été décelés. Aussi, des propositions ont été faites afin de fournir de l'électricité à la population pendant ce mois saint de Ramadan. Malik Sangiana Kamara et Al-Seyni Kamara. La visite du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique ce mercredi à la centrale thermique de Kaloum est inattendue. Le besoin est pressant. Les citoyens n'ont pas d'électricité ces derniers temps. Toucher du doigt les réalités de la Guinée d'électricité, le ministre Talibi fait d'abord le tour des installations. Par la suite, un espace d'échange est ouvert pour savoir les problèmes auxquels sont confrontés EDG pour la desserte du courant. Principalement, la quantité d'eau pour faire tourner le barrage hydroélectrique de Kaleta est encore faible. Pendant l'étiage, le plan d'eau chute fortement et c'est pourquoi nous mettons l'accent sur le thermique pendant cette période en attendant le 15 juillet. Après le 15 juillet maintenant, il y aura suffisamment d'eau dans les retenues et l'hydroélectricité va prendre le relais et on va baisser la production liée aux centrales thermiques. Et nous avons aussi constaté lors de la réunion qu'il y a un problème d'approvisionnement de carburant, en carburant. Autre difficulté signalée pour une bonne desserte, les conditions climatiques agissent souvent sur les réseaux interconnectés. Ces perturbations peuvent aussi parvenir au fait que le réseau globalement, on fonctionne à flux tendu et donc on a une réserve tournante qui est quasi nulle, ce qui veut dire que la moindre perturbation sur un groupe de production induit une perturbation généralisée sur les réseaux et crée parfois soit des coupures partielles ou des coupures totales. Les actes de vandalisme de certains citoyens sur les installations d'EDG sont aussi signalés comme obstacles par le chef de distribution. Avec ces attitudes-là, vraiment il sera difficile que l'on remplace régulièrement. Il faut même se rendre compte que c'est coupé. Souvent c'est quand vous venez, vous trouvez qu'il y a anomalie au niveau du transformateur. À l'analyse maintenant, à l'inspection maintenant, vous voyez que le fil de terre il est coupé. L'impatience des citoyens d'avoir de l'électricité dans leur foyer pendant ce mois de Ramadan est visible. Mais le ministre appelle à la retenue tout en rassurant de trouver une solution au problème. Je leur demande tout simplement la patience. La rue ne peut pas régler les problèmes. Quand il y a un problème, que notre pays est bien organisé, qu'une structure vienne rencontrer EDG ou bien vienne rencontrer le ministère. Et à travers ça, on est informé, on trouvera les solutions. Et aussi que les gens comprennent que l'équipe de EDG qui vient pour travailler dans les zones, ils viennent pour les aider. Ils viennent pour remettre le transformateur en service. Des techniciens seront déployés à l'issue de cette rencontre pour le dépannage des groupes en panne. La commande du carburant sera effectuée dans un bref délai. Le paiement de la facture des fournisseurs privés d'électricité sera effectué dans les jours à venir, rassure le ministre Talibi Silla.
La criminalité et les crises sociales à répétition renvoient une mauvaise image de la Guinée à l'extérieur. Des anciens responsables de l'administration, aujourd'hui fonctionnaires internationaux, expriment leur inquiétude. Les causes de la criminalité, les conséquences politiques, socio-économiques évoquées, des pistes de solutions également proposées. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahim Assori et 5 Souma décryptent leur intervention. Suivie. Dr Maurice Kouyaté est directeur exécutif du comité interafricain et expert aux Nations Unies. Il a occupé des postes de responsabilité en Guinée avant de devenir fonctionnaire international. Sékou Kouressi Kondé, lui, évolue à African Crisis Group Institute. La prévention et la résolution des conflits, le suivi et l'évaluation des risques de crise sont ses domaines d'intervention. Il est aussi ancien ministre de la Sécurité. Tous les deux ont une lecture inquiétante de l'évolution de la société guinéenne. Les espaces ne sont pas propres, il n'y a pas d'électricité, on est trop nombreux par concession, par famille, par quartier. L'urbanisation, donc lorsque vous devez recevoir une lettre, la poste qui doit aller déposer dans votre boîte devant votre concession n'existe pas. Et si vous devez prendre le vélo, il faut faire attention, les routes sont petites, les véhicules, il y en a beaucoup. Et les populations sont en train de se concentrer. Lorsque vous allez au marché, les rayons ne sont pas définis ou redéfinis ou distribués. On est dans un embouteillage sans fin. C'est-à-dire tous les matins, on sait qu'on aura ça et on n'a pas de solution. C'est ça qui crée, en tant que médecin, c'est ça qui crée un caractère psychologique dégradant chez les gens. Tout le monde s'insulte sur la route à la moindre des choses parce que tout le monde est énervé. Vous avez toutes ces files d'embouteillage là. Le criminel a le temps d'identifier la personne qu'il veut abattre. Ce mal-vivre entraîne un choc où les esprits sont préparés à des crimes atroces. Au-delà de tout, ces images dégradantes découragent les investisseurs. Les gens qui veulent investir en Guinée, ils ont peur. Et ils vont dire, filons, j'ai un rendez-vous avec telle personne pour mes affaires, allons-y. Pendant qu'ils roulent, face à lui, sur l'autoroute, il y a quelqu'un qui vient. Donc à tout moment, l'investisseur est devant la mort. S'il échappe une fois, 2 fois, il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus. Et puis, ils apprennent que quelqu'un a volé. Au lieu de prendre le voleur, l'amener dans le commissariat le plus proche ou la gendarmerie la plus proche, non, mais ils le ligotent, ils commencent à lui jeter des pierres, et puis il le brûle, il tue un être humain publiquement. Mais c'est grave. Les solutions sont à portée de main. Il suffit d'exploiter les ressources humaines. Ces experts ont chacun une piste de solution. Il faut que les jeunes soient sensibilisés. Pour ce faire, il faut que les mécanismes informels soient impliqués. L'Église. Il faudrait que les sermons dans les églises tiennent compte de la réalité selon laquelle la criminalité, la violence est devenue monnaie courante dans notre société. Le temps de former la police et tout, nous allons faire appel à notre armée. Ça ne coûte rien, ça coûte 0 francs. Les gens vont me dire, ah, ça ne coûte rien. Aujourd'hui, l'armée est là, elle est bien payée, elle est bien organisée, elle est bien formée. Il suffit simplement de changer pour quelques moments son rôle, son travail, sécuriser. Une justice tranchante, suffisamment indépendante, peut contribuer à ramener la quiétude sociale. Le défi nutritionnel, c'est le thème d'un forum organisé par la société Nestlé à Dakar. Objectif, attirer l'attention du public sur les dangers liés à la malnutrition. 9 pays d'Afrique centrale et occidentale ont pris part à cette rencontre, au terme de laquelle des engagements ont été pris par la société Nestlé. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Abou Okoria Kourou. L'insécurité alimentaire constitue un problème de santé publique mondial. Selon un rapport publié en 2016, rien que pour la région subsaharienne, 5 à 10 millions d'enfants seraient frappés par la malnutrition. Je ne sais pas si les chiffres-là vous disent quelque chose. Vous avez 150 millions d'enfants qui sont en retard de croissance. C'est pour freiner ce phénomène que le forum de Dakar a été organisé par Nestlé. À l'issue de cette rencontre,
La société agroalimentaire Nestlé s'engage à participer dans l'amélioration de la santé publique, notamment en réduisant le sel de 20% dans les cubes Maggi, à améliorer le profil nutritionnel de ses produits, promouvoir une cuisine saine, une alimentation et un mode de vie sain. D'encourager la production locale, les entreprises d'agriculteurs et autres qui investissent dans la production locale, ces éléments-là peuvent être utilisés par Nestlé dans sa production, contribuer à sensibiliser les consommateurs sur la valeur nutritionnelle des produits. En Guinée, la malnutrition touche quasiment toutes les couches sociales et les classes d'âge. C'est pourquoi cette sage-femme interpelle les femmes enceintes. Nous savons tous que chez la femme enceinte, le fer est nécessaire pour l'anémie chez les femmes enceintes. Et ensuite, l'iode aussi, même dans les cas des avortements à répétition, l'iode joue un rôle très important, et même dans la croissance aussi du fœtus. Et même voire même sur le plan du cerveau de l'enfant, l'iode intervient aussi. Donc, ce Maggi, sur les femmes qui ne sont pas hypertendues, nous le conseillons. Le déficit nutritionnel tue des millions de personnes chaque année à travers le monde. Ces cardiologues conseillent de consommer les produits locaux, notamment les fruits et les légumes, ainsi que les aliments fortifiés. Un mot de sport dans cette édition. Les protégés du sélectionneur du Sili national de Guinée, Kanforilapé Bangoura, étaient en déplacement ce mardi à Blida pour un match amical contre les Fennecs d'Algérie. Au terme de cette rencontre, le Sili national s'est incliné sur un score de 2-1. Le résumé du match avec Saïdou Bari. Les poulains de Kanforilapé Bangoura n'étaient pas dans leur jour hier à Blida. Bien parti pour contrôler l'équipe algérienne dans les premières minutes, le match était profitable dès le début pour la Guinée, avec de nombreuses occasions ratées. Après toutes ces tentatives ratées par le Sili national de Guinée, les poulains du nouveau sélectionneur des Fennecs, Lucas Alvarez, ont ouvert le score à la 39e minute par Annie suite à une passe décisive de Brahimi qui aspire toute la défense du Sili national de Guinée. Au retour des vestiaires, le Sili de Guinée se bat pour revenir à la hauteur des Fennecs. C'est ainsi que le jeune Aboubakar Demba Kamara, fraîchement entré en jeu, égalise pour la Guinée à la 58e minute. Dans une confrontation où le jeu est équilibré, l'Algérie reprend l'avantage. Hilal Soudani a le temps de reprendre en première intention un centre venu de la gauche pour tromper Aboubakar Kamara à la 79e minute. Cette fois-ci, les Fennecs passent définitivement devant et ne se feront pas rattraper au score. Ils s'imposent 2-1 au coup de sifflet final devant de nombreux supporters qui ont fait le déplacement au stade Moustapha Tchaké de Blida. Le Sili, tout comme les éléphants de la Côte d'Ivoire, abordera donc la première journée des éliminatoires de la CAN 2019 en restant sur une défaite. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV et passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir.